Voilà. Bonjour tout le monde. Donc, c'est un nouvel épisode de ces interviews que je fais qui s'appelle Woman, What Drives Her. En français, on peut dire qu'est-ce qui la motive. Donc, des rencontres de femmes qui me semblaient très intéressantes de faire pour mettre en avant le fait que parfois on peut être inspiré par d'autres cheminements et d'autres femmes et d'autres idées et que parfois on peut en inspirer d'autres. Voilà, je crois qu'on est toutes à peu près à ce point, à quelques moments de notre vie, on peut inspirer d'autres et on peut être inspiré. C'est vraiment ça que j'avais envie et que j'ai envie de mettre en place en rencontrant des femmes différentes, de cultures différentes, d'histoires différentes. Et c'est tout l'intérêt, c'est qu'on est toutes un petit peu différentes. Alors aujourd'hui, j'ai donc invité Mélusine Malindé. Je n'ai aucune raison de... Je ne sais pas comment on prononce votre nom. Malender, c'est bien. Malender, voilà. Mélusine Malender, un grand merci d'être là aujourd'hui, Mélusine. Joli prénom, ceci dit en passant, avec un petit touch de magie, là, Mélusine. C'est ça. Oui. Donc, Mélusine, moi, je vous ai rencontré la première fois, j'essaye de retrouver mes questions. Honnêtement, par hasard, je suis descendue de ma planète et je suis tombée sur une photo de vous. Et là, ça a fait un tilt énorme. J'ai vu une jeune femme, une moto, dans un village. Vous étiez entourée par des enfants et une autre femme. Il me semble qu'il y avait peut-être plusieurs femmes, je ne sais pas. Donc là, boum, 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 voyage, moto, femme, culture. J'ai dit, c'est pas possible, il va falloir que je la rencontre d'une façon ou d'une autre. Et j'ai découvert que vous aviez écrit un bouquin, que vous aviez fait un superbe film. Si je ne m'abuse, vous me dites si je me trompe, avec cette notion d'interviewer chaque personne que vous rencontriez autour de la notion de la liberté. C'est ça. C'est ça? C'est le fond de la quête. Mais au départ, c'était aussi d'aller vraiment dans des pays qu'on ne connaissait pas. Ouais. Parce que maintenant, il y en a plus. Il y a plus d'un film. Là, je pense qu'on parle justement du Florilège, celui qui raconte un peu toute l'histoire. Oui. Mais maintenant, il y a 15 films et c'était vraiment d'aller dans des pays qu'on ne connaissait pas, comme le Rwanda, le Bangladesh. On avait un peu une idée souvent parcellaire et négative, et de se dire, bah voilà, je peux y aller toute seule sur place avec la moto. On va voir comment ça s'y passe. Et on va justement parler de cette thématique qui nous est très chère en France, mais même en Angleterre, de la liberté, dont on a aussi un fort sorte de prétention d'avoir des libertés et que les autres n'en ont pas, et de poser la question justement à ces personnes dans ces endroits-là, et en particulier aux femmes, à qui souvent on ne pose pas beaucoup de questions. Donc ça, c'était le fond de la quête. Oui, c'était le cœur de la quête. Cœur, en tout cas, et de montrer ces endroits-là, et de surtout montrer que malgré nos différences culturelles, malgré nos distances, nos préoccupations étaient assez similaires, et que en fait, tout le monde a une idée ou une question ou un sentiment vis-à-vis de la liberté. C'est intéressant. C'est d'autant plus intéressant, je trouve, en ce moment, avec cette notion, je promets que j'en parle pas longtemps, mais ce qu'on vit en ce moment avec ce pétard de virus, quand même, où on a le sentiment, et où c'est une réalité, où notre espace de liberté est un petit peu plus restreint. Donc, c'est vraiment un questionnement, et chaque pays a des politiques différentes, et ça aussi, ça a vraiment une couleur culturelle. Et il y a des pays qui sont beaucoup plus contrôlés. En France, moi, je ne vis pas en France depuis très longtemps, et il me semble qu'en France, c'est particulièrement contrôlé, et qu'il y a des pays où le contrôle se joue différemment, et puis il y a des pays où il n'y en a quasiment pas. Et je trouve que c'est intéressant avec cette notion de liberté individuelle. Qu'est-ce que je fais, moi, de ma liberté de penser, de ma liberté d'être, de ma liberté d'imaginer, par rapport au cadre dans lequel je vis. C'est ça. C'était ça, ouais. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de dimensions à la liberté. Il y a évidemment une dimension très factuelle, très physique, une dimension politique et une dimension spirituelle et intérieure que chacun peut s'octroyer. Et puis après, il y a aussi
toute une différence aussi avec ce que nous, en France, on appelle aussi bonheur et qu'on associe beaucoup à liberté et qui peut être dissocié dans d'autres endroits. Donc, c'est très, très riche. Et je pense que c'est quelque chose qui nous unit tous parce qu'en fait, quand on pose la question de qu'est-ce que c'est ta liberté ou qu'est-ce que c'est la liberté, en fait, c'est poser vraiment directement une question de qu'est-ce que tu fais pour toi, qui es-tu, qu'est-ce que tu es, qui tu es. Et quel est justement donc du coup ton champ de liberté parce qu'on a tous des limites et on les voit différemment et elles sont plus ou moins choisies, plus ou moins décidées, plus ou moins acceptées et avec ça chacun se construit euh, et construit qui il est. Ouais, c'est intéressant, notamment, comme vous disiez au début, notamment avec la population des femmes, parce que bon, ça dépend des cultures, plus ou moins, mais on a beaucoup, je suis tellement d'accord quand vous dites, on a beaucoup d'idées préconçues sur euh, j'ai plein de copines qui sont voilées et j'estime sincèrement que certaines de ces femmes voilées ont plus de liberté d'expression que d'autres femmes qui peuvent vivre dans des cultures où il n'y a pas de voile, par exemple. Donc, il s'agit de ne pas généraliser d'un côté ou d'un autre. Et cette notion de liberté d'être, de liberté d'expression, ça me paraît particulièrement avec cette notion du bonheur qui est associée avec beaucoup de fantasmes. Qu'est-ce qu'on en fait au jour d'aujourd'hui quand on est une femme? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on... Et c'est un petit peu la question que vous posez, il me semble. C'est-à-dire, qu'est-ce que... Aujourd'hui, je suis une femme, je vis dans telle culture, et j'ai petit à petit, dans le non-dit aussi, et dans le dit, intégré des limites à ma liberté. Je crois qu'on intègre toutes des limites plus ou moins importantes. Et le fait et je pense que c'est vraiment intéressant pour les femmes qui regarderont cette interview de se poser la question régulièrement, mais la définition que j'ai de moi-même avec mes limites à moi ou celles que je me pose, dans quelle mesure je peux me donner l'autorisation d'aller la revisiter un petit peu, d'aller voir si je peux ouvrir quelques portes et d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté de la porte. Parce qu'en fait, et je pense que c'est ça la plus grande difficulté, c'est en fait la barrière inconsciente qui est créée par la société, par nous-mêmes, Ouais. par nos parents, par les amis, de dire, comme un peu une loi un peu généralisante, bah, ça, on ne peut pas faire, une femme ne fait pas, parce que voilà, ça ne se fait pas. Et bizarrement, bah, un homme peut le faire. C'est souvent le cas. Et puis après, dans d'autres pays, c'est faisable. Et puis, mais c'est vrai que c'est souvent la femme a plus de limitations dans son champ d'action. Et ça, et avec une limitation un peu inconsciente, sociétale et personnelle. Et ça, déjà, elle doit casser cette première barrière contre elle-même. Ouais. Justement, mais ça passe par soit je fais sans me préoccuper des autres, peut-être même en tout cas, moi, je sais que c'est en partie ce que j'ai fait, en fait. Les gens vous disent, quand je suis partie en moto la première fois, les gens vous disent tous, c'est hyper dangereux, une femme seule, c'est compliqué, ça se fait pas, tu vas te faire violer, on va te voler. Et tout ça, c'est beaucoup de bruit. Il faut réussir à le transformer en bruit, prendre vraiment les choses un peu utiles du genre, bah, tiens, si tu prends un kit anti-crevaison, ça peut t'aider. Oui, ça m'aide. Ça, c'est une information qui m'aide parce que ça peut arriver. Maintenant, me dire qu'il y a un violeur derrière chaque buisson, ça ne m'aide pas. Absolument. Mais par contre, voilà, travailler mon instinct, travailler avec des gens, poser des questions, ça c'est plus utile. Et trouver d'autres modèles, en fait. Et ça, il faut le faire. Et ça, c'est une bagarre intérieure. Ouais. Ou une rencontre intérieure. Ou une rencontre intérieure. Enfin, en tout cas, mais c'est positif. Oui. Et c'est marrant parce que vous parlez en fait des différents cercles qui sont autour de la personne. Il y a la personne et elle-même. Donc, qu'est-ce que je fais avec moi-même et avec les croyances que j'ai intégrées. Et puis après, il y a d'autres cercles concentriques, c'est-à-dire la famille, les amis, peut-être les collègues de travail, et puis la société, et puis la culture. Voilà, il y a des cercles comme ça concentriques. Et à chaque fois, il y a des croyances il y a des représentations en fait qui sont posées.
Et parfois, elles sont posées depuis longtemps. Donc, c'est d'autant plus... Parce qu'il y a des conflits de loyauté qui se mettent en place aussi. C'est ça. C'est Si ça, parce qu'il y a aussi une question de culpabilité, parce qu'on va vous dire que vous faites des choses de manière égoïste, que en fait, vous faites ça pour vous et que vous allez laisser tomber votre famille, vous allez faire de la peine à votre mère parce qu'elle va s'inquiéter. C'est horrible. Ouais. C'est des choses un peu où tu te rends compte, tu vas avoir un accident, tu as des enfants, tu es responsable. Beaucoup. On culpabilise beaucoup les femmes là-dessus en disant mais tu te rends compte, tu es quand même une mère. Et moi, ma croyance en tout cas, c'est de dire, je pense que justement, il faut pouvoir faire les choses de manière de plus sincère possible et avec soi-même. Et je pense que c'est le meilleur exemple qu'on puisse donner en fait à ses enfants, à ses proches, de dire c'est possible, j'ai essayé. Alors peut-être ça n'a pas marché, peut-être voilà, j'ai trébuché, peut-être que voilà, je me suis un peu cassé la gueule, mais je me suis relevée, j'ai fait autre chose. Mais au moins j'ai essayé. Et plutôt que d'être toujours à se dire oui, c'est vrai, il ne faut pas faire. Mais bon. Ouais. Mais... Ouais, je crois qu'il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. Il y a déjà ce conflit de loyauté avec cette culpabilité, et la culpabilité et les femmes, c'est béton. Ça, c'est vraiment un truc, je crois il me semble que ça doit être dans le sac amniotique. Il doit y avoir un truc comme ça, c'est pas possible. C'est tellement présent. Et puis après, il y a le fantasme de l'autre. Alors, quand je dis l'autre, ça peut être soi-même au bout d'un moment. Et puis, tous ces cercles concentriques. Et j'aime bien quand vous dites il y a un voleur à tous les coins de rue, ou alors il n'y en a pas un. On est dans le fantasme ou on est dans la réalité. Et c'est bien de faire des reality checks à chaque fois. On dit ça, mais est-ce que vraiment c'est si dangereux que ça? Sans oublier la part de réalisme qui fait ça. partie. Hein, voilà, il faut garder cette balance. C'est exactement ça, c'est qu'il faut être pas naïf avec la situation. Et en fait, moi, ce que je dis souvent, parce que j'ai quand même quelques femmes qui m'écrivent pour me dire, mais j'ai peur. Et je dis souvent, mais c'est normal d'avoir peur. C'est même positif, en fait, d'avoir peur parce que c'est une vigilance. Et quand on n'a plus de vigilance, en fait, on n'a plus de garde-fous. Donc, il faut les avoir. Il ne faut pas qu'elles nous empêchent de faire les choses. Et en fait, à chaque, je dirais, danger ou peur qu'on se crée, c'est essayer de trouver une solution à ce que c'est et dans sa point de vue, et d'y répondre en fait de la manière la plus concrète possible. C'est-à-dire, moi je vais parler de ma moto parce que c'est plus simple pour moi et puis c'est plus concret aussi, c'est de dire voilà, la moto c'est dangereux, c'est vrai, on peut avoir un accident, et j'apprends à conduire, je me protège en mettant un casque, mes bottes, voilà, ça fera pas tout parce que on n'est pas toujours à l'abri d'un ivrogne qui conduit, qui nous rentre dedans, ou du mec qui est avec son portable. Ça c'est complètement c'est un facteur qui existe et qu'il faut prendre en compte. Maintenant, moi, en tant que personne, j'ai pris tous je prends ça en compte, mais j'essaie de me protéger au maximum. Et donc, du coup, je vais conduire, évidemment, en ne buvant pas, de jour, je ne sais pas. Chacun aussi a ses critères de sécurité. Ouais. Et je vais rouler en prenant en compte ça, mais moi-même, je me serais préparée à ça. J'ai peur de me faire violer, ce qui peut être aussi une réalité parce que je voyage. Eh bien, la nuit, j'essaie de me protéger. Je vais essayer de trouver un village avec des femmes. Je vais demander à pouvoir camper à côté. Peut-être je prends des courses de cette défense. Peut-être j'apprends à comprendre comment fonctionnent les pays où je vais pour essayer de m'adresser de la manière la plus claire aux hommes, pour essayer justement en fait, de ne pas se retrouver dans la situation où le gars a confondu en fait, parce que souvent, des fois, il y a des malentendus culturels. La gestuelle. Voilà, et ça n'excuse pas un comportement offensant, et voilà, et du tout. Mais néanmoins, il faut le prendre en compte, ça. Bien sûr. Pour justement dire, voilà, vous êtes au Pakistan, quelqu'un vous touche la main, un homme vous touche la main ou vous prend... non. Non, ça ne se fait pas là-bas, et c'est un signal hyper puissant qu'on va donner. Et du coup, il faut vous en prémunir. Donc ça, c'est beaucoup de travail en amont d'observation, de questionnement, de comment est-ce que je me comporte, sans forcément trahir qui on est. J'ai rencontré des femmes qui me disent, mais ça veut dire qu'on ne sera jamais nous-mêmes. Je dis, oui, mais en fait, dans d'autres pays, on doit s'adapter aussi à certaines règles de vie.
Et malheureusement, c'est comme ça. Mais ça évite de se retrouver dans certaines situations et demander de l'aide à des familles et à des femmes. Ouais. Et ainsi de suite. Alors, mais voilà, ça n'enlève pas le danger, mais ça diminue en tout cas les risques. Et en tout cas, ça rend réaliste en fait le danger surtout. Mais voilà, et du coup, et sinon, on se coupe d'énormes opportunités de rencontres. Et moi, j'ai quand même pas mal de kilomètres derrière moi et 2 mois de voyage. Et vraiment, je crois que la majorité des gens, enfin, il m'est arrivé très, très peu d'histoires où on m'a volé un sac, ou oui, j'ai des propositions, mais ça se règle. Enfin, ça se négocie. En fait, enfin, moi, je suis devenue une très bonne négociatrice. Mais ça se règle et on trouve plus de gens prêts à nous aider, à nous ouvrir leur maison, à discuter, que de gens hostiles et méchants. Et c'est ça le plus important. C'est intéressant, si je puis me permettre de rebondir là, peut-être que ça pourra parler à d'autres. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans ce que vous dites, mais ce qui me paraît important, c'est cet équilibre de nouveau entre fantasme et des choses factuelles. Voilà. Et puis également cet équilibre entre garder une cohérence avec qui on est et avoir la capacité d'aller rencontrer l'autre. C'est-à-dire qu'il y a un respect des deux côtés. C'est-à-dire, je vais au Pakistan, il y a des choses qui se font, il y a des choses qui ne se font pas, ou alors si je les fais, ça porte un message particulier. Si je reste avec mon bagage d'européenne, ben on va se planter, on ne va pas se comprendre, il va y avoir voilà, on ne va pas pouvoir se rencontrer. Donc, je ne suis pas sûre qu'on perde un bout de soi. En fait, je crois qu'on accueille des petits bouts qui nous enrichissent un petit peu plus et qui nous permettent justement d'être dans une relation respectueuse des deux côtés. C'est ça. Tout simplement. Et je pense que c'est apprécié de l'autre côté aussi, parce qu'on arrive sans jugement, en fait. Enfin, pour moi, c'est la base même de la rencontre, c'est d'arriver vers quelqu'un sans... On n'a pas envie d'être jugé. En fait, enfin, tout simplement, on ne devrait pas faire aux autres ce qu'on n'a pas envie qu'on nous fasse, et on n'a pas à juger de l'autre. Et je pense que justement, vous parliez de femmes qui sont voilées et peut-être même plus libres que d'autres. Ça passe par le questionnement. Si on ne pose pas la question, si on ne discute pas, on ne peut pas le savoir. Absolument. Qui est l'autre? Et c'est hyper important pour comprendre en fait pourquoi est-ce que les gens font certaines choses. Ils ne le font jamais par hasard. Ça vient de quelque chose. Enfin, on n'est pas volontairement masochiste ou à se vouloir du mal. En général, on fait des choses même qui paraissent incohérentes pour des raisons sensées. Mais il faut les poser, ces questions. En tout cas, passer du temps ou essayer de l'observer et sans trop d'a priori, ce qui est parfois pas simple. Hein. Oui, bah, des fois ça remue et c'est pas agréable. Ouais, et ça pose des questions. Et puis après, il y a des changements qui doivent être faits. Tout n'est pas acceptable. Oui. Il me semble que c'est ça qui revient quand même beaucoup aussi dans ce que vous dites, c'est on ne peut pas savoir avant de se poser la question. Que ce soit ce qui se passe chez l'autre ou que ce soit ce qui se passe chez soi. Et il y a vraiment un message, j'aime pas les messages, on prend vraiment ce qu'on peut, mais quelque chose qui peut aider en tout cas, c'est quand on se sent bloqué quelque part ou que ce soit bloqué par une peur ou par quelque chose de très matériel, de se dire, bon, est-ce que c'est cohérent avec concrètement ce que je vois autour de moi? Ou est-ce que c'est une idée que j'avais construite avant et qui est basée sur quoi? Concrètement, sur quoi? Et je crois que quand quelqu'un veut mettre en place un projet ou planifier quelque chose comme vous le faites pour vos voyages à vous, il me semble que c'est vraiment essentiel de se dire, OK, j'ai envie d'aller là. Et pour le préparer, quelles sont les peurs, quelles sont les inquiétudes, quels sont les freins? Et on va commencer par le premier. Et puis voilà, on va y aller tranquillement petit à petit. Et le premier, est-ce que je suis dans le fantasme? Est-ce que je suis dans le factuel? Et comment est-ce que je peux répondre à ça tranquillement? C'est-à-dire ne pas voir la montagne, mais voir la première étape où on s'arrête, le premier campement, grosso modo, et voir comment je peux répondre à ça en allant chercher avec ma propre cohérence, mes propres ressources, et puis aussi, qu'est-ce qui peut m'aider? Qui est C'est quoi? ça. Et pas hésiter à demander de l'aide parce que c'est quelque chose qu'on n'ose pas faire. Ouais. Mais parfois, ça aide de dire, voilà, j'ai besoin d'aide. et,
Et parce que les gens, ils pensent pas forcément, ou c'est pas dérangé, ou voilà, et ça change des autres personnes qui vont vouloir vous aider malgré vous. Il y a Mais aussi ça. il y a aussi ça, mais c'est bien de demander de l'aide et de dire, voilà, et de dire, parce que la personne que vous allez rencontrer à qui on demande de l'aide n'a pas forcément la réponse, mais peut-être elle connaît quelqu'un qui peut l'avoir, Ouais, ou c'est la avoir d'autres chaîne. idées. Et voilà, c'est une chaîne, ou aller sur des blogs, ou poser des questions sur... Enfin, je pense que même sur YouTube, on a énormément de gens qui passent leur Ouais. temps à donner des solutions. Enfin, ils ont eu des problèmes, ils le partagent. Donc, il faut justement utiliser cette ressource-là. Si on n'a pas des amis proches, on peut trouver aussi sur Internet des réponses, malgré tout. Mais c'est vrai que je suis assez d'accord sur le fait que parfois on se lance dans un projet et c'est vite énorme. Et ça varie hyper grand et gigantesque. Quand je suis partie la première fois avec ma moto, le projet, c'était de ramener une vieille 125 qui était assez âgée et de l'amener jusqu'au Japon. Ouais. Et, euh, et je crois qu'au départ, quand je suis partie bon, un petit peu n'importe comment parce que bon, j'avais besoin de partir. Et puis bon, malgré tout, je suis assez adaptative, donc j'étais prête dans ma tête à le faire. Mais cet objectif de Japon, je crois que c'était hyper oppressant. C'était trop Ouais. loin. Ouais. C'est vrai. C'était trop lourd à porter. Et il a fallu que je me dise, attends, maintenant, on va essayer de voir où je suis. Bon, le prochain pays, c'est l'Ukraine. On va se concentrer sur l'Ukraine. Après, on arrive à Odessa. Oui, c'est chouette. Maintenant, c'est quoi la prochaine étape? Et d'y aller Ouais. pas à pas parce que Petit sinon, à on se petit. fait complètement bouffer par le projet et ça devient trop gros. Ouais. Et de voir vraiment voilà, j'ai peur de quoi? Bon, bah, on fait comme ça. Qu'est-ce que je peux résoudre? C'est quoi la prochaine? Et ainsi de suite. Et il y a des choses chouettes au milieu aussi. Ben, c'est tout l'intérêt d'avoir les étapes. Ouais. Et c'est vrai, et très souvent, je le vois moi, dans les personnes avec lesquelles je travaille, ou qui ont besoin de monter un projet, elles disent, bon voilà, c'est ça que je veux faire, mais l'étape, la montagne est là, et il y a tellement de choses à faire jusqu'au sommet de la montagne, c'est un symbole, hein, c'est une métaphore, qu'elles se disent, tout d'un coup, elles disparaissent un petit peu comme ça, sous l'idée d'avoir tellement de choses à faire, de ne pas savoir comment, voilà. Et la capacité de demander de l'aide est énorme, et puis de faire des chunks, voilà, de couper petit à petit, tranquille, voilà, on va arriver à l'étape 1, et puis on va faire le point, et puis on arrive, et c'est génial. Et de se faire plaisir à chaque fois qu'on passe une étape. Sinon, c'est hyper oppressant. Ben, sinon, Et c'est c'est... frustrant. Ouais. Parce que forcément, ce qu'elle a un échec. Enfin, il y a forcément un moment donné où il y a une porte, où c'est dur, où enfin, il y a une stagnation et on se dit, ah, putain, on n'arriverait jamais au projet Ouais. parce qu'on en est loin. Mais, mais en fait, non, bah, c'est une étape qui permet d'apprendre souvent quelque chose. On va passer par un autre endroit. Oui, c'était plus difficile. Peut-être, bah, voilà, ça aurait pu être plus facile, mais parce que je ne savais pas, ça s'est passé comme ça, Voilà. et ainsi de suite. Oui, c'est ça, et pas être non plus dans le fantasme de je maîtrise tout, je sais tout, tout est préparé, ça va être nickel, etc. Alors que, ben voilà, peut-être qu'il y a la roue qui crève, peut-être que, enfin, je sais pas, plein d'autres choses qui Ouais. peuvent arriver quand on est en voyage, et se dire que ça fait partie, de l'aventure, quoi. Et des imprévus positifs aussi, parce qu'une rencontre qui va... Enfin, en fait, ça... Sinon, on s'empêche aussi de rencontrer des gens, ou on Oui, s'empêche de très belles rencontres parce on n'a plus le temps, on n'a pas le temps, parce que notre objectif, c'est ça, ça, ça. Il faut vraiment être calqué à notre roadbook, alors que bah, justement, cette famille est hyper gentille, elle nous propose d'aller à une fête dans le village d'à côté, enfin, et ainsi de suite. Et ça aurait été dommage, en fait, sinon on se serait privé de ça, et c'est bien d'avoir un petit peu de latitude. c'est bien parce que là, vous introduisez, il me semble, la notion de souplesse. Mm. De souplesse, c'est Quand on peut, oui, c'est bien. quand on peut, il faut Ouais. toujours le facteur réalisme, mais la souplesse dans le sens, ben voilà, j'avais prévu ça, mais il y a un autre truc qui se pointe et ça peut être agréable, ou Mm. de se donner la liberté de, même si ce n'était pas prévu. C'est ça. Ouais. Et la souplesse de l'imprévu, en fait, négatif qui peut se terminer par quelque chose de positif.
Et ça, voilà, comme une roue crevée, qui au Ouais. départ, c'est une vraie galère. Et en fait, ça va permettre de rencontrer un garagiste qui est hyper gentil, et puis peut-être sa famille, et puis peut-être, voilà, bah, ça fait une pause parce qu'on en avait besoin, et ainsi de suite. Et finalement, c'était bien d'avoir fait cette pause. Ouais, ouais, ouais. Mais C'est-à-dire que... ouais. bon, sur le coup, on n'est pas content. Oui, mais et c'est pas, c'est la même chose que tout à l'heure, vous parliez de la peur. Euh, c'est la même chose, c'est-à-dire de faire avec quelque chose qui est désagréable, que ce soit la peur, que ce soit la douleur, que ce soit l'imprévu, c'est un truc qui est désagréable. Mais en fait, ça fait partie intégrante de la vie. Et on en fait une expérience où on en a appris quelque chose, qui peut potentiellement même aller jusqu'au plaisir à un moment donné, comme vous le disiez, bah, ce garagiste, c'est peut-être devenu un copain, c'était quelqu'un de sympa, voilà. Ou alors on reste un peu plus tendu et plus rigide en se disant, ça y est, j'ai 3 jours de retard, voilà. On en fait ce qu'on en veut au bout d'un moment. C'est ça. Mais après, on n'est pas obligé de se mettre des montagnes au départ. On peut se mettre des montagnettes. Ouais, ou des collines. Hein. les collines. Et ça permet de mettre en place des choses et d'essayer des choses. On n'est pas obligé de se faire Paris-Japon du premier coup. On peut aussi faire le Tour de France ou aller en Corse. Ça, c'est de l'expérience. C'est ça. Non, mais c'est aussi ça que j'ai appris, c'est que parfois, il faut essayer à une petite échelle, et ça permet de se roder, ça permet de se connaître, ça permet de voir si on en a envie, et après, on peut se lancer dans quelque chose d'un petit peu plus costaud, un peu plus gros, avec moins de filets, Ouais, et, c'est l'apprentissage. et ça fait partie de l'apprentissage. Voilà. Et de toute façon, l'apprentissage, il continue. Parce que je le sais par expérience, enfin, en fait, je le sais pour moi-même, mais c'est vrai que parfois, il faut y aller parce qu'on aura beau avoir tous les conseils du monde. Mmh. De toute façon, on ne Ouais. les écoute pas. Enfin, on en écoute une partie, et puis après, bah, voilà, on se met dans le dur et on se dit, ah bah tiens, c'est vrai, il avait raison. Et oh, j'aurais peut-être dû faire comme ça. Mais si on n'a pas expérimenté soi-même, ça ne rentre pas. Exactement. Il faut le vivre dans son corps. Il faut C'est vraiment le ça. vivre dans son corps pour que Donc, ça ait du sens. faut pas, faut arrêter à un moment donné de tergiverser, et se dire, bon, allez, on y va. Ce sera pas parfait, c'est pas grave. De toute façon, jamais rien n'est parfait. Et puis sinon, on part jamais. On fait Ouais. pas. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on prépare, et il y a vraiment un moment, si on veut que ça arrive, si on veut que ça se passe, eh ben, faut y aller, C'est avec une ça. partie d'inconnu. Et une partie qui sera pas exactement parfaite. Peut-être, voilà, on aura un blouson qui prend la pluie, mais tant pis. Ouais, c'est un apprentissage. Et ce sera un peu la dure sur certains aspects, mais il faut essayer parce que sinon, on reste dans le rêve. Ouais, c'est ça le fantasme. Et puis, c'est jamais concret. Et c'est toujours des si, des si, des si, et on fait pas. Et après, on a des regrets. Et je pense que c'est la chose la plus dommageable qu'on puisse avoir, c'est des regrets. Absolument. Et les si, les si, les si, en fait, c'est des scénarios qu'on se construit dans le futur alors qu'ils n'existent pas. Donc, on s'écrit notre roman de l'anxiété. Mm. Oui, mais si il arrive ça, en fait, on n'en sait rien. Donc, il y a, euh, j'allais dire en anglais, comment dire, on ne peut pas tout prévoir, c'est impossible. Non, non, non. Bah, d'ailleurs, ce qu'on vit en ce moment, on l'a pas prévu. Hein. Par exemple. Et Faut puis, rien prévoir. on peut rien, on pouvait pas le prévoir. Et puis, ben, voilà. En fait, c'est vraiment ça. Il y a des choses que je peux maîtriser, Mm. tant mieux. Il y a des choses que je pourrais pas maîtriser. Donc, je ne vais pas me prendre la tête là-dessus parce que sinon, ça peut durer une vie entière et je passerai à côté. Et c'est ça. Et en fait, on a énormément, en tout cas, je vais parler de la France ou même de l'Angleterre, enfin en tout cas Europe, Mm. on a quand même une certaine chance d'avoir des passeports qui nous permettent de nous déplacer. Ouais. Pour beaucoup, bah, on a quand même une sécurité financière relative, même si on Mm. peut partir avec pas trop de choses, mais bon, on a quand même des parents, on peut revenir. Enfin, il y a des solutions qu'on peut adapter, Ouais. qu'on a en fait de sécurité, de pouvoir se lancer dans certains projets. Et ils existent, donc il faut en profiter. Euh, Absolument. Ce qui n'existe pas forcément pour tout le monde dans d'autres c'est ça. parties du monde. Quand on voyage, on se rend compte que c'est pas toujours évident, bah, ni de voyager, ni de se déplacer, ni de choisir sa vie, ni de conduire une moto, ni rien. Hein. Donc, enfin, on a énormément de potentiel chez nous, et je pense que c'est ça, enfin, il faut en profiter.
Il faut les utiliser. Il faut les utiliser et ça rebondit sur un point dont vous avez parlé tout à l'heure et que je voulais vraiment passer juste quelques petites minutes là-dessus, c'est la capacité de se rendre compte que on peut avoir de l'aide. Il y a plein de gens qui sont... Alors, vous parliez d'Internet, il y a aussi plein de gens et très souvent, moi j'ai rencontré pas mal de gens qui disaient, mais j'y arriverai pas, ça je ne sais pas faire, ça c'est pas possible, j'aurai pas le temps. Et bah ouais, mais il y a tellement plein de gens qui peuvent vous aider, qui sont ravis de vous aider. Donc là aussi, on ouvre la porte, on s'assouplit un petit peu et on accepte, parce que c'est pas forcément toujours facile d'accepter de l'aide pour certaines personnes. Ouais. Voilà, voilà. Et donc, mais il y a plein de gens qui sont heureux d'offrir de l'aide et on se rend compte qu'à accepter de l'aide, on se sent mieux, on est plus heureux, on est vachement plus tranquille, apaisé. Et en plus, on a rencontré des gens et ça, c'est super quand même. C'est un cercle. C'est-à-dire qu'on est aidé et nous, on va faire notre expérience et après, on aidera de toute façon. Enfin, c'est circulaire, ce genre de système. Ça l'est forcément, je pense, en tout cas. Et il faut le faire. Il faut profiter. Les gens, à un moment donné, on peut aider, on le fait. Il y a des moments où on ne peut pas, donc on ne le fait pas. On fait en fonction de nos propres possibilités. Mais voilà, dès qu'on peut, on le fait. Et ainsi de suite. Voilà, parce qu'on a été aidé, parce que c'est la vie, parce qu'on est des humains et que c'est comme ça qu'on doit fonctionner. On n'est rien les uns sans les autres. Absolument. Et c'est le fonctionnement naturel. Hein. Alors, qu'est-ce que je voulais vous poser d'autre comme question? Parce qu'on parle. Oui, un petit peu quelque chose de classique, mais qui est intéressant aussi. Je pense que vous l'avez abordé, c'est le fait que vous avez choisi une vie qui est devenue un métier par la suite. Enfin, un métier, je ne sais pas si c'est comme ça que vous le considérez, mais en tout cas, c'est une envie qui s'est traduite par des films, un ou des bouquins, etc., avec des revenus qui sont engrangés de ça. Et donc, il y a vraiment, vraiment, moi, je trouve quelque chose un air frais, de simplicité, de curiosité, d'envie, et dont voilà, ça fait du bien, c'est agréable. Et en parallèle de ça, une femme qui prend alors je vais tomber dans les trucs classiques, mais je crois que c'est bien d'en parler quand même, retomber dans les représentations de la femme. Une femme qui part seule ou pas, parce que je ne sais pas forcément seule, mais avec une moto. Donc il y avait les représentations des autres et les peurs des autres. Comment vous avez trouvé votre chemin? Question à 100 balles. Comment vous avez trouvé votre chemin entre les injonctions, enfin quand je dis injonction, c'est pas de l'ordre de quelque chose qui coince forcément, mais en tout cas les peurs des autres, la peur de soi, et petit à petit trouver ce point qui ouvre, qui dit bon bah basta, j'y vais. Elle est grosse celle-là. Ouais. Je pense que j'ai quand même eu la chance d'avoir des parents très ouverts. Qui m'ont montré, en fait, qui ont à la fois une grande curiosité, puis qui ont, par leur manière de vivre en couple, mes parents étaient assez équilibrés, je dirais, assez paritaires. Mon père faisait à manger, il faisait la vaisselle, il faisait le ménage, il faisait le repassage. Mes deux parents travaillaient. Enfin, ils participaient de manière équitable aux tâches, une balance et aux décisions aussi envers nous. D'un point de vue éducationnel, enfin, je dirais même plutôt que c'était ma mère qui était un petit peu plus à donner des directives, mais en tout cas dans leur modèle, il n'y avait pas de... Ma mère conduisait des motos, enfin, elle était motarde, ils étaient tous les deux entreprenants et ils ont vécu, en tout cas ma mère a essayé de réellement faire ce qu'elle voulait. À chaque fois, on a habité dans les Landes, elle a repris des études. On est monté à Paris, elle a repris un travail, elle a repris des études, ainsi de suite. Et mon père a un peu suivi. Et par ce modèle-là, en tout cas, ça m'a montré qu'il n'y avait pas de chemin. Mes parents n'avaient pas le bac. Hein. Ça a été vraiment un énorme challenge pour eux. Mon père a bossé à l'usine. Quand j'étais petite, il bossait à l'usine dans les Landes. Il faisait du papier, il bossait dans la colle. Ma mère était femme au foyer. Ils ont, eux, un parcours où ils ont repris des études, où en fait, c'était de me dire, écoute, tu as le choix.
c'est quand même mieux si tu bosses à l'école, parce que sinon tu vas galérer comme nous. Et c'est quand même mieux quand tu choisis ce que tu veux faire. Et soit tu fais un boulot avec lequel tu vas gagner beaucoup d'argent, et puis de temps en temps, tu as des loisirs et tu fais ce que tu veux, ou alors tu essaies de trouver un métier qui te plaît, parce que c'est quand même, tu vas passer beaucoup de temps à le faire. 8 Alors heures par peut-être tu ne jour. seras pas riche, voilà, tu ne seras peut-être pas riche, mais au moins tu feras un truc qui te fera envie. Et puis, à un moment donné, si tu as envie de changer, eh ben, tu changeras, parce que ce n'est pas grave. En tout cas, donc ça, c'est quelque chose qui a conduit, en tout cas, ma vie d'enfant ou de jeune. Et ça m'a beaucoup aidée. Et puis après, il y a des choses que j'ai prises par moi-même, qu'il a fallu des peurs que j'ai eues, où à un moment donné, je vais raconter ma vie, mais euh, notamment avec les hommes, où j'ai été confrontée en fait enfant à on va dire des prédateurs sexuels, ou des choses où j'avais très peur. J'étais un peu une victime. Ouais. Je vais le dire sincèrement. En fait, et puis être une victime, ça amène justement ce genre de comportement, puisque les gens sentent la victime. Hein. Les gens sont des lâches. Enfin, les gens qui sont méchants sont des purs lâches, et ils vont s'adresser à des personnes qui sont faibles, qui en tout cas se sentent faibles et se sentent rabaissés, et ils vont pas aller vers des personnes qui lèvent la tête et qui sont forts et qui ont l'air solides. C'est bon. Absolument. Moi, j'étais dans la version victime. Donc, j'attirais en fait ce genre de comportement, et je me suis retrouvée dans des situations où j'étais complètement paralysée de peur, au point de ne pas bouger en fait. Et c'était vraiment. Et à un moment donné, je crois que dans ma tête, j'ai décidé que ça suffisait. C'est hallucinant de dire ça. Je crois que c'est important de dire aux autres qu'on a le droit de changer le scénario de sa vie. C'est ça. C'était pas possible en fait. Ça ne pouvait pas continuer comme ça. Je ne pouvais pas continuer à avoir peur et à ne pas pouvoir me défendre. Et j'ai pris des cours de self-défense. J'ai fait avec ma mesure à moi. Donc, j'ai fait de l'aïkido. Ensuite, j'ai été un petit peu plus loin. J'ai fait de la boxe thaï, du self-défense. Et ça fait, enfin voilà, faire du self-défense, ça vous rendra pas, ça se transforme pas en Jackie Chan, mais ça m'a fait énormément de bien à moi-même, de connaître mon corps, de savoir que je pouvais, en tout cas, j'allais pas me laisser faire. Une reprise de contrôle, en fait. Hein. Une reprise de contrôle de mon corps. Mon corps était le mien, c'était moi, et donc on ne pouvait pas utiliser mon corps comme, enfin voilà, j'étais le corps de personne. C'est vous qui décidiez. Et c'est moi qui décide, en tout cas dans une certaine mesure. Et ça m'a fait énormément de bien. Et ça, et puis aussi le fait de commencer la moto, c'était toujours un projet qui a été dans mon adolescence. Enfin, mes parents étaient motards, j'ai toujours voulu une moto, mais le fait de pouvoir prendre la moto, ça a été quelque chose qui a énormément conduit, en fait, même psychologiquement, parce qu'en fait, on conduit sa vie, on décide de là où on veut aller. C'est bête, hein, mais c'est personne d'autre. Pas bête. C'est agi, en tout cas. Et c'était physique. Et ça m'a énormément aidée de dire, voilà, je vais où je veux, je suis libre d'aller où je veux, à n'importe quelle heure, je dépends de personne et je ferai ce que je veux. Reprise de contrôle. Et c'était moi qui décidais de là où j'allais et de manière physique. Oui, c'est ça, c'est vraiment physique. Avec la moto, je m'arrête là si j'en ai envie. Et donc, du coup, mentalement, ça fait quelque chose. Après, je suis quelqu'un qui s'est toujours dit je ferai les choses que j'ai envie de faire. Hein. Je manquais pas de projet, je manquais pas d'envie. Mais tout ça a fait que ça fait. Enfin, en tout cas, c'est des choses personnelles qui me sont arrivées et qui ont fait l'adulte que je suis. Et de dire voilà, je vais pas. Je vais faire ce que je veux. Oui, c'est-à-dire de passer de potentiellement le statut de victime, je sais pas si ça correspond, avec je vais sortir de là et c'est moi qui vais contrôler et je vais le passer en action. Et donc de le sentir dans son corps, en fait. Vraiment de le vivre réellement. Pas simplement que ça reste là-haut, quoi. Et puis, voilà, j'étais. Et puis, après, c'est peut-être un syndrome de toute adolescente, mais j'ai toujours eu des idées différentes. Enfin, j'avais envie de choses qui étaient différentes des autres.
Et les autres, vous renvoyez toujours un truc du genre, t'es bizarre, ça se fait pas, c'est nul, c'est machin. Et ça, c'était hyper difficile. Mais en faisant ces espèces voilà, de démarches personnelles, hein, d'adolescent, à un moment donné, on doit se construire. Hein, donc, Qui se cherche, voilà. Ouais. et on doit se chercher. Parfois, c'est rude, mais et d'apprendre, voilà, c'est pas grave, je suis différente, tant pis. Voilà, c'est comme ça. Et alors? Et alors, c'est quoi votre problème? Et alors, et puis chacun fait son chemin, voilà, et chacun a le droit de faire son chemin, et moi, mon chemin sera différent. Et tant pis s'il est différent des autres, c'est pas grave, en fait. Oui, Et, tant pis si ça plaît ou si ça plaît pas, il y a une cohérence pour voilà, vous. c'est mon droit de faire ma propre vie. Et c'est difficile parce on parle du lycée et du collège parce que c'est à ce moment-là que ça s'est fait. C'est difficile parce qu'on a envie faire partie d'un groupe, on n'a Ouais, pas envie d'être rejeté, on a envie d'être aimé bien et on n'a sûr. pas envie d'être seul. Ouais. Euh, et donc, du coup, c'est un espèce de conflit entre qu'est-ce que je fais pour moi, qu'est-ce que je fais pour les autres, qu'est-ce que je fais pour pas être seule. Donc, quels sont les amis que je dois trouver qui m'acceptent suffisamment pour être qui je suis, mais en même temps, voilà, on doit se caler sur des espèces de codes à débiles parce que c'est le lycée, parce que c'est une espèce de Ouais, truc un peu faire mon où lycée. voilà, sinon, si on est trop différent, c'est trop bizarre On et est puis isolé. Ouais, on est isolé et c'est difficile d'être isolé à ce moment-là. ouais. Et c'est toujours faire des compromis entre ça et puis à un moment donné dire oh, on va faire La boîte, elle est trop petite, je peux pas, j'ai besoin de voilà. sortir et de. On suit un schéma pour rentrer, voilà, on va aller jusqu'au bac, on le fait, puis après on va dire Vous maintenant savez, j'ai c'est bon, tiqué les box que vous vouliez. c'est ça, j'ai fait le contrat, entre guillemets. Maintenant j'ai le choix, je fais faire ce que je veux. Et Ouais. c'est la construction. Mais parfois, il faut attendre longtemps avant de changer. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir le faire assez tôt. Parfois, j'ai Est-ce- rencontré des femmes qui vont attendre d'avoir fait leurs enfants, d'avoir un divorce, pour se donner la permission de passer le permis de conduire, de moto, hein, Ouais, ouais. et d'acheter leur moto et de se dire, tiens, je vais faire le tour de la Corse et je peux, j'ai le droit. Ouais. Je sais pas si c'est une question de chance. Je crois que c'est une question. La chance, On la crée. on est, ouais, on l'a fait. Et Oui. après, c'est pas un jugement, hein. Aucun jugement là-dessus. Mais après, on l'apprend ou on l'apprend pas parce que avec ce qu'on pense de soi-même et de sa vie, on est Mm, prêt à l'apprendre ou on n'est pas prête encore à l'apprendre. Hein, et mm. c'est pas grave. Le jour où ça arrive, hurray, et puis on y va. Voilà, C'est c'est ça. tout. Non, Et non, il y a c'est des le moments où principal. on n'est pas prêt. C'est pas le moment. C'est, Absolument. et c'est mieux vaut tard que jamais, en fait. C'est surtout ça. J'ai Faut des pas être dans femmes le qui disent, mais regret. attendez, j'ai quand même 45 ans, 50. Je rencontre pas mal de femmes qui, à 5 ans, passent leur permis C'est et c'est génial. génial. Et elles vivent une deuxième vie Ouais, et c'est elles se superbe. permettent, c'est fini, enfin, elles n'ont plus le poids de leurs enfants, elles peuvent vivre leur propre vie et c'est fabuleux et c'est génial. Il n'y a jamais de limite dans le temps. Mm. C'est toujours possible. C'est Ça, s'il ça. y a vraiment un message à faire passer, c'est ça. C'est Et- c'est à la fois extrêmement simple et ça peut être vécu comme extrêmement compliqué. On se demande si les deux choses ne sont pas les mêmes. À savoir que, bah oui, il suffit de se dire, on y va. Et puis cette décision-là, parfois, elle est bien complexe. Non, elle est difficile. Parfois, c'est parce que matériellement, c'est pas facile de le Absolument. faire. Et puis parce que c'est toujours pareil, enfin, surtout si on a des enfants ou des proches ou de la famille dont on doit s'occuper. La priorité, c'est souvent de s'en occuper et de faire en sorte que tout le monde aille bien avant de s'occuper de soi, parce qu'on est souvent comme ça. Ouais, ouais. Enfin, ça, c'est très culpabilité. C'est quoi? Guilt, shame. Culpabilité, honte et les autres avant moi. Ça, c'est. Alors, mesdames qui vous nous écoutez, je pense que vous le savez déjà de toute façon. C'est très, très fréquent. Mais Bien. Ouais. finalement, en fait, les autres sont beaucoup plus prêts à accepter, même si c'est dur au départ, même s'il y a peut-être un moment d'incompréhension ou de quand même, t'es folle ou de machin. Une fois que c'est passé, en fait, ça peut même être vécu comme un projet positif pour tout l'ensemble de la famille.
J'imagine que vous avez déjà accédé à cette phase-là de la vie, c'est-à-dire cette reconnaissance, sentir les étincelles dans les yeux des autres et l'envie qui se propage. Vous avez déjà dû sentir ça, j'imagine. Oui, et C'est puis après, génial. c'est aussi, j'ai quand même la chance, enfin la chance, bah là c'est de la chance puisque je l'ai pas, c'est ma Ouais, mère. ouais, ouais. J'ai des parents très accompagnants et malgré les projets un petit peu bizarres ou fous qui pouvaient être difficiles pour eux aussi, parce que bah, Mhm. forcément, ils ont envie de me protéger, ils ont envie que j'aille bien, ils ont envie que j'ai pas froid, que j'ai pas faim, que je rencontre les bonnes personnes. Bien Ils m'ont sûr. laissé partir. Et pour ma mère, c'était hyper important parce que ça voulait dire que, bah, en fait, elle avait fait son job de mère, Ouais. tout en étant extrêmement tiraillée par bah, cette douleur de ne pas me voir Mm. et de la peur qu'il m'arrive quelque chose quand même de mauvais. Donc, et Mm. c'est difficile d'aimer en laissant partir. Et c'est un gros, gros travail en tant que parent de laisser partir l'autre pour qu'il puisse être bah, autonome, hein, quitter le nid, allez hop. Aimer Mais suffisamment, ouais. Aimer suffisamment sache pour que offrir la liberté. c'est ça. Et la maison était toujours ouverte en retour. Ouais, ouais, Je ouais. suis jamais partie pour fuir, je suis toujours partie parce que ma maison était solide. Et ça, c'était hyper important. Ça me fait penser à la métaphore de Khalil Gibran, un poète soufiste, il me semble, qui a écrit Le Prophète, le bouquin Le Prophète, qui dit qu'en fait, l'éducation, ça consiste à avoir un arc, et puis les enfants sont la flèche et les parents sont l'arc. Et la flèche, eh ben, on tend l'arc et la flèche, pouf, elle s'en va. Elle vole vers sa liberté, mais l'arc, il est toujours là. Je trouve que c'est un petit peu ça que vous dites. C'est ça. Et ça, enfin, c'est c'est hyper difficile, je pense, en tant que parent de le faire, mais c'est tellement épanouissant et c'est tellement beau. Euh, Enfin, je trouve que je dirais que c'est ça l'amour d'un Oui, parent. et je crois qu'on De... arrive à le faire quand on est soi-même un minimum en connexion avec sa propre liberté dont vous Oui. parlez. Et là, Et- on se dit, mince, quand même, moi, je l'ai fait, voilà, pourquoi est-ce que j'empêcherais ça, hein, puisque c'est ça qui le ou qui l'a fait vibrer, qui lui fait du bien, Ou de rompre un schéma. ou Ou de de j'ai reprocher. vécu quelque chose qui était difficile ou injuste ou Mm. voire maltraitant. Oui, Pourquoi est-ce que je reproduirais ça à mes enfants? voilà. Ça n'a pas de sens en fait. Justement, il faut casser ces cercles et de dire bah, peut-être j'ai pas eu ces opportunités ou cette chance ou ça n'a pas été parfait. Moi, je fais des choses pas forcément toutes parfaites, Mhm. mais je donne plus de possibilités à mes enfants pour les laisser être ce qu'ils sont Ouais. parce que ça, ils ne nous appartiennent pas. Je crois que c'est ça le truc, en fait. C'est vraiment ça le truc. Euh, Oui, oui, absolument. voilà, et c'est complexe parce que tout ça, enfin, c'est très facile de le dire, hein. Très facile de le dire, c'est complexe parce qu'on est obligé de se Mais, regarder dans un miroir et de se dire, oh, 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 il y a encore du boulot là. mais c'est ce que moi j'ai vu et ce que je trouve assez chouette dans pas mal d'endroits. Je dirais, enfin, souvent on dit ah, la condition des femmes, c'est terrible, et elle est terrible. Mais je trouve que de plus en plus, ces schémas-là se cassent et Ouais. se brisent. Mm. Et du coup, il y a des opportunités qui sont créées parce que les femmes ont un peu plus accès à l'éducation, parce qu'on oblige moins les femmes à se marier de manière enfin, obligatoire. Mm. Elles peuvent accéder au travail et même pour les hommes, en fait. Mm. Les hommes, on n'est pas obligé de faire le métier de son père, de son grand-père, de son arrière-grand-père ou de se marier à cette caste parce que c'est comme ça qu'on a toujours fait et que Mm. ça devrait être comme ça. Ces cercles-là, ils se défont. Alors, Ouais. avec des moments de flottement et puis des ruptures qui sont difficiles et voilà, des chocs un peu culturels et même d'âge. Mais Mm. ça change en fait. Et j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de possibilités En tout cas, moi, j'ai rencontré des gens au Bangladesh qui disaient, bah, voilà, on s'est rencontrés, on a fait un mariage d'amour.
Et c'était tout mignon. Et tu te dis, ah ouais, voilà, ça se fait parce qu'il y a Facebook, ils se sont rencontrés comme ça. Génial. Et Ouais. c'est des belles histoires qui changent, en fait. Et ça, je trouve que c'est assez... ouais, ça donne de l'espoir. Oui, c'est tout plein d'espoir et c'est très positif. Mm. On se dit que Alors, c'est là, long, ça... hein, mais ça se fait petit à petit, voilà. Exactement. Donc, et il y a des choses qui peuvent se créer et on doit laisser les autres faire leur propre voie. Leur propre cheminement. C'est Ah, ça. ouais. J'ai absolument pas suivi les questions que j'avais préparées, mais c'est pas grave. Un grand. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose de particulier, Mais je Mélusine? sais pas. Je crois Partez, qu'il y a tout. Voilà. partez si vous pouvez. Allez-y. C'est le seul truc que je dirais. Passer à l'action, que ce soit pour partir physiquement comme vous le faites et dont on a tous envie. Allez-y, faut avancer un pas, il faut le poser par terre et on se rend compte, ah bah tiens, j'ai fait un pas et puis bah, je suis encore vivante et ça se passe bien et c'est encore chouette. Donc oui, partez, allez-y, passez à l'action, quoi. C'est ça en fait qu'on retient. C'est super. Un grand merci, Ben, Mélusine. merci. C'était génial. C'était vraiment très, très intéressant. Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui vont être, plein de femmes qui vont être motivées en se rendant compte que bah, les limites, on peut ouvrir des portes et puis accéder à autre chose. Non, c'est possible. Il y a des choses qui sont faisables. En tout cas, j'ai rencontré des femmes au Népal, au Rwanda, au Bangladesh qui les font et qui démolissent leurs barrières. Donc, il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas le faire ici. Exactement. Je crois qu'on chacune peut le faire. Donc ça, c'est peut-être le point à garder de toute cette discussion. Eh ben, on va vous souhaiter plein. Il y a un départ qui est prévu ou un projet en cours Ben, en fait, ou je suis pas un peu comme encore? tout le monde, hein. J'attends un peu les frontières qui s'ouvrent, mais il y Ouais. a toujours des projets. Donc, voilà, il y a plus qu'à partir. Mais voilà, ça se construit doucement. Et Tranquille, c'est tranquille. ça. Super. Eh ben, tout plein de belles choses pour les prochains projets qui seront à venir alors. Merci beaucoup. Et merci encore, Mélusine. Au revoir. Au revoir, salut.